Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 16 previews vers les étoiles. Les previews qui concernent le championnat de France de première division masculine du championnat de France de handball, bien entendu. Et aujourd'hui, on s'attarde sur le cas de Aix-en-Provence, le PAUC, le Pays d'Aix-Université Club. Bienvenue dans cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager et à t'abonner à Enthusiastic si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines previews qui vont venir, forcément des clubs de mieux en mieux classés justement au classement de la Star League de la saison dernière. On a déjà fait pas mal de previews pour arriver jusque là. On en est à 8, 9, c'est la 10e preview déjà qui sort pour le compte d'Enthusiastic et pour la présentation de ce superbe championnat qu'est la Lickimoly Star League. Aujourd'hui, on parle donc du Pays d'Aix Université Club. L'émission va être séquencée en plusieurs parties avec le Yago où on revient rétrospectivement sur le parcours de Aix l'année dernière, comment a été leur saison. On va voir ça dans quelques instants. À l'issue de ce Yago, on va passer directement vers les départs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'effectif dirigé par Éric Forêt et au niveau des départs. Et après, forcément, il y a des nouveaux. On va voir dans cette séquence le set de platine, comment est composé et comment est ventilée l'équipe de Aix-en-Provence. On va voir ça aussi dans cette partie de l'émission. On va enchaîner directement après avec une grosse question, le Money Time. Comment va se dérouler la saison d'Aix sous un angle bien précis? On va poser des questions bien spécifiques, typiques à l'environnement à la fois économique et sportif de Aix-en-Provence. On va enchaîner après, on va revenir sur le terrain avec un joueur en particulier. On va l'appeler l'expert de défi. C'est le joueur le facteur X qui peut faire pencher la balance très positivement en faveur de Aix, compte tenu de ses qualités sur le terrain et aussi en dehors. Et on va parler également, pour terminer, on va parler du futur. Je vais me mouiller, je vais donner un pronostic. À quoi va ressembler la saison de Aix sur le terrain à l'issue de cette saison? Quelle est la position de Aix? Je me mouille complètement, j'ai fait mes calculs et je vais te donner ça d'ici la fin de l'émission. On va commencer tout de suite avec la séquence, le Yago. On y va tout de suite. La saison de Aix s'est ponctuée l'année dernière en 2024-2025 par une 7e place avec 30 points, un bilan de 14 victoires, 2 nuls, 14 défaites, bien milieu de tableau, la moitié des points qu'on peut acquérir sur l'ensemble d'une saison de Star League. Ça donne 904 buts marqués contre 912 encaissés, soit la 7e attaque ex aequo avec Limoges et aussi la 7e défense et donc la 7e place. Tiens, on ne peut pas faire plus 7 pour Aix-en-Provence. Des irrégularités forcément dans les résultats causées par des blessures et surtout des départs parce que Aix a été pas mal ponctionné au cours de la saison. On va t'expliquer ça dans quelques instants. Lorsqu'il va s'agir de retranscrire le parcours de Aix du début à la fin de la saison, ce qui est sûr, c'est que Aix aurait pu faire beaucoup mieux que ça avec plus de régularité dans l'effectif et aussi sur le terrain. Aix a pu remporter des matchs malgré ses rééquilibrages d'effectifs et donc il y aura peut-être des conséquences, des leçons à tirer de cela. À savoir que Aix, sa plus large victoire a eu lieu en toute fin de saison lors de la 29e journée du côté de Limoges sur le score de 39-27 et par contre sa plus large défaite a eu lieu quelques semaines auparavant du côté de Saint-Raphaël sur le score de 38-27 lors de la 20e journée. Et au début, qu'est-ce qui s'est passé? Lors des 2 premiers matchs de la saison, c'est tout simple, 2 victoires. Victoire plus 1 contre Créteil et plus 4 à Cesson. On démarre très bien du côté du PAUC, on se dit que ça pourrait bien s'enchaîner cette histoire. Seulement lors de la 3e, match la réception de Tremblay vient contrarier un petit peu les plans et Tremblay qui est un promu en Star League, tu perds de -3. Tu te reprends malgré tout en infligeant un plus 4 à Ivry qui est très mal en point à ce stade-là de la saison. Mais après cela, donc tu démarres avec 3 victoires et une défaite, c'est plutôt cool, mais après tu enchaînes sur, point de suspension, 4 défaites de suite. De la 5e à la 8e journée, tu t'inclines de -6 à Montpellier sur le score de 41-35, puis de -4 contre Dunkerque, dont 14 buts de Tom Pelayo pour Dunkerque ce soir-là, et tu n'arrives pas du tout à contrer cette scoring machine qui est le meilleur buteur nordiste parti maintenant du côté du Dynamo Bucarest. De ton côté, tu réponds avec 6 buts de Tarafeta et 7 buts de Gabriel Leuch. C'est très peu pour enchaîner cette machine.
Tu enchaînes après avec une défaite de 2 buts à Toulouse, puis de 5 buts contre Saint-Raphaël, qui aura été véritablement ton bourreau, au-delà d'être ton voisin, c'est ton bourreau de la saison, puisque tu perds 2 fois contre cette équipe qui aura fini européenne, 2 places devant toi, alors que toi tu finis 7e. Peut y avoir des explications. Après, derrière, c'est un des débuts des explications qu'on a données tout à l'heure, du constat qu'on a dressé tout à l'heure. Après ça, tu vas à Nîmes, ton autre voisin. Là, c'est le vrai derby, même si les deux équipes ne sont pas dans le même département, mais elles ne sont distancées que de quelques dizaines de kilomètres. Et tu regardes bien que la victoire à Nîmes donne forcément déjà du moral, parce qu'une victoire dans un derby, c'est toujours cool. Mais tu gagnes 29-27 lors de la 9e journée contre ces crocodiles nîmois. Après, tu réenchaînes par 2 défaites d'affilée. Mais à vrai dire, ces défaites-là étaient plutôt attendues. La défaite contre le Paris Saint-Germain, et encore, tu t'es battu de 28-26 lorsque le PSG s'est déplacé chez toi. Et à Nantes, tu t'inclines là beaucoup plus sévèrement de 9 buts sur le score de 39-30. Lors de la 12e et de la 13e, par contre, tu te reprends avec 2 victoires contre Chambéry de 3 buts et contre Limoges de 4 buts. De 2 buts, pardon, excuse-moi, autant pour moi. J'enchaîne lors de la 14e journée pour Aix, défaite à Chartres de -5, mais tu te reprends contre Istres dans l'autre derby de Provence cette fois-ci. Vraiment, c'est très régional, hein. Aix n'a pas beaucoup à se déplacer au niveau des forfaits kilométriques, c'est plutôt avantageux, on va dire, de leur côté, contrairement à Dunkerque, par exemple, de l'autre côté du pays. À Istres, tu t'imposes de 3 buts dans ce derby qui va clôturer la première moitié de la saison. Tu réenchaînes avec une autre victoire 2 mois plus tard du côté de Toulouse, tu gagnes de 2 buts et tu t'inclines par contre à nouveau contre le Paris Saint-Germain, à Paris cette fois-ci, de 3 buts. Et par contre, ça c'est beaucoup plus scandaleux, lors de la 18e journée, tu t'inclines à Créteil qui aura fini relégable à la fin de la saison. Là aussi, tu perds des points face justement à une personne, face à une équipe contre laquelle tu es supposé t'imposer. Et là, pour le coup, une autre explication de pourquoi tu perds autant de points. Tu vas malgré tout gagner du côté de Cesson de 5 buts. Et lors de la 20e journée, c'est là que tu enchaînes avec ta plus grosse défaite de la saison contre l'autre voisin de l'autre côté dans le Var. Contre Saint-Raphaël, tu t'inclines de 11 buts. Lors de la 21e journée, tu te reprends et tu gagnes de 8 buts contre Chartres. Mais par contre, tu réenchaînes avec une défaite de -4 à Chambéry. Mais surtout, lors de la 23e journée, de -1 contre l'autre relégable, Ivry. Quand tu perds autant de points contre des relégables, là ça devient compliqué, d'autant plus qu'à ce stade de la saison, Romain Lagarde était déjà parti, Šimejević était déjà prêté du côté de Limoges, et surtout, bon voilà quoi, il y a pas mal de blessés, tu passes le poste de demi-centre à Elliott Desblancs pour qu'il puisse prendre la main, prendre la relève, tu le responsabilises, et ton effectif est un petit peu chamboulé. Et Romain Lagarde est parti du côté de Nantes en tant que joker médical, alors qu'il était déjà entendu qu'il vienne à partir de cette saison-ci. Donc tu fais avancer son prêt. Déjà, tu préemptes un petit peu tes chances d'être européen à la fin de la saison dernière. Après, tu enchaînes malgré tout. C'est là que tu recalibres ton effectif, mais c'est plutôt cool puisque tu enchaînes sur une série de 6 matchs sans défaite, avec 4 victoires et 2 matchs nuls à l'intérieur d'entre elles. C'est-à-dire +3 à Tremblay, +1 contre Istres, +3 à Dunkerque. Tu fais 32-32 en match nul à Nantes. Ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, du coup, 32-32 contre Nantes. C'était à domicile cette fois-ci, au Pays d'Aix Arena. Et tu fais 27-27 lors du derby contre Nîmes. Et par contre, pour ponctuer cette série, tu infliges un très violent +12 à Limoges lors de la 27e journée, 39-27. Et lors de la 30e, là par contre ta série s'interrompt, mais pas contre n'importe qui, contre Montpellier. Tu perds à domicile contre Montpellier sur le score de 31-27 et tu vas voir que Montpellier, c'est une équipe qui a donné pas mal de fessées à beaucoup de gens, sauf aux 2 plus grands. On va voir ça lorsqu'on fera justement le prélude, la preview de Montpellier. Ça, c'était le Yago. Tu finis donc 7e, mais par contre, tu te rends compte qu'à la fin de la saison, que tu aurais pu faire un petit peu mieux. Je suis un petit peu loin dans ma slide. On va enchaîner tout de suite avant de faire le set de platine. On va voir les départs. Quels sont les joueurs qui sont partis de l'effectif de Aix-en-Provence? Samuel Bercani est parti du côté de Gonfreville en National 1. Tu as aussi Andrea Parisini, le pivot qui s'était bien installé
du côté de Aix-en-Provence est parti cette fois-ci gonfler l'effectif de Limoges, qui sera un de tes concurrents directs pour l'Europe, c'est une certitude. Ensuite, Lucas Berchou est parti en Pro League du côté de Cournon. Yann Tarafeta, c'était mon expert de défi l'année dernière, l'Espagnol, qui forcément j'avais dit qu'il méritait d'aller dans un club beaucoup plus huppé compte tenu de sa qualité et de ses stats. Et c'est le cas puisqu'il est parti du côté des vice-champions de France, du côté de Nantes, et j'aurai le privilège de le suivre de très près, Yann Tarafeta, un joueur que j'affectionne particulièrement. Et tu as Adam Leun, le Suédois, qui est parti également du côté de Leipzig, en Bundesliga en Allemagne. Et enfin, Romain Lagarde, ça c'était depuis cet hiver dernier qu'il est parti, lui a rejoint l'effectif de Nantes, suite à des blessures qui se sont pas mal séquencées du côté du club vice-champion de France. On enchaîne avec forcément les joueurs qui sont arrivés dans la séquence, le set de platine. Éric Forêt est l'entraîneur. Grande dédicace à Benjamin Pavoni, que je connais depuis Créteil, depuis l'époque où il jouait, et il est parti, il est bien installé maintenant du côté de Aix-en-Provence. J'ai eu le privilège de le revoir à des tournois en Gironde. Benjamin, si tu vois cette vidéo, je te salue et je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière en tant qu'entraîneur et surtout en tant qu'adjoint d'Éric Forêt. La salle d'Aix-en-Provence, c'est l'Arena du Pays d'Aix qui peut aller jusqu'à 8500 places. Et cette salle aura le privilège de scander les noms de la base avant. Pour commencer, de gauche à droite, tu as Mathieu Hong, l'expérimenté ailier gauche, qui s'approche tout doucement vers la fin. Il est déjà assez âgé, presque 34 ans déjà. Il est secondé par Adrian Casquero, l'Espagnol, au poste. Au poste de pivot, il y en a 4, mais il y en a un qui sera beaucoup plus sur les tâches défensives. Mais on parle bien sûr d'Hugo Brouzet, solide pivot déjà bien rompu à l'exercice de la Star League. Paul-Louis Giroudou, que j'ai connu également du côté de Bordeaux il y a quelques années et qui a fait entre-temps pas mal de mouvements. Et il est arrivé par Caen et avant de faire bifurquer du côté du Pays d'Aix en cours de saison. Bravo à toi, Paul-Louis. En plus, j'imagine bien que la connexion avec le directeur sportif d'Aix-en-Provence, qui est Philippe Gardan, a dû faciliter les choses. Tu as Sasser Seun, qui est nouveau, le pivot danois solide, va venir faire parler son expérience et ses qualités. Et Mouhamadou Sidibé, qui est le 4e pivot, mais lui, comme je te l'ai dit, il aura plus un rôle beaucoup plus défensif dans le système d'Éric Forêt. Du côté droit de la base avant, bien sûr, pareil, le ex-oie à vie, le taulier justement de cette équipe, c'est Gabriel Leuch, secondé par Antoine Tissot au poste d'ailier droit. De gauche à droite maintenant sur la base arrière, on a bien sûr, il est arrivé de Chambéry, Nikolosh Kalandadze, le géorgien, arrive de manière autoritaire et musclé pour pouvoir scorer comme une machine, mais il ne sera pas titulaire au poste. Une idée me dit que Emeric Zepfel, en provenance d'Ivry, va venir aussi tout bousiller sur son chemin et scorer comme une machine pour l'équipe d'Aix-en-Provence. Lui, le nouvel international appelé par Guillaume Gilles il y a quelques mois de cela pour sa première sélection. Et aussi un autre nouveau au poste, Robin Molinier en provenance de Cesson, qui va aussi faire parler la foudre du mieux qu'il peut également pour faire un très bel escouade au niveau des arrières-gauches d'Aix-en-Provence. Au poste de demi-centre, j'en dis pas plus sur Elliot Desblancs parce qu'on va le retrouver dans 2 séquences de cela. J'aurai l'occasion de te faire part de ses qualités dans l'expert de défi. Mais par contre, aussi pour le seconder, c'est un nouveau, mais qui est blessé. Il est blessé, désormais ex-nantais, Lucas de la Bretèche. Il va démarrer la saison en rééducation puisqu'il s'est fait les croisés l'hiver dernier. Il est en fin de rééducation et ça a l'air d'aller de mieux en mieux pour lui. Il est en phase de réathlétisation au moment où je te parle, mais on va le voir sur le terrain d'Aix-en-Provence très bientôt. Et sur le poste d'arrière droit, ça n'a pas changé. Le très virevoltant Alexandre Trita, secondé par Louis Despréaux, vont tenir le poste de ce côté-ci du terrain. Les gardiens, là non plus ça n'a pas changé. José Basnik, bien sûr, le Slovène, très expérimenté et valeur sûre du championnat, qui sera secondé par le Suédois Gustaf Banke. Voilà pour l'effectif d'Éric Forêt. On enchaîne avec maintenant la grosse question, le Money Time. Aix a pour objectif de revenir en Coupe d'Europe. Une priorité, on pose la question. Eh bien c'est simple, lorsque tu disposes du 5e budget du championnat, soit 5,7 millions d'euros,
derrière les 4 premiers que sont le Paris Saint-Germain, Nantes, Montpellier et Nîmes, eh ben, tu te dois de faire quelque chose. Qui dit 5e budget veut dire forcément 5e place. Et depuis quelques années, la 5e place, avec une invitation, elle est qualificative pour l'European League. L'European League qui a déjà goûté il y a 3 saisons de cela, Aix-en-Provence, à l'époque où Thierry Henty était l'entraîneur. On ne peut pas dire que le PAUC se soit hyper bien comporté dans cette European League dernièrement. Si on en parle du côté du PAUC, c'est forcément pour faire mieux. Mais quand même, il y a de la concurrence. Limoges est aussi candidat. Chambéry également se positionne. Saint-Raphaël, qui a pris cette 5e place l'année dernière, est également un concurrent sérieux pour accrocher cette 5e place. Et Toulouse, qui a fini 4e l'année dernière avant, tu verras quand je ferai la prélude de Toulouse, le budget de Toulouse, lui, est nettement moindre que celui du PAUC. Et surtout, Toulouse fait des miracles avec un budget qui n'est pas forcément dimensionné pour la place qu'ils occupent. Mais par contre, il y a un sorcier sur le bord du terrain. Il va falloir contrarier justement les plans de toutes ces équipes pour arriver à la 5e place. C'est un challenge qui est très élevé. Le PAUC a toutefois ce qu'il faut pour pouvoir l'accomplir avec des joueurs d'expérience recrutés. Un joueur international qui est Aymeric Zepfel, international français qui est Aymeric Zepfel. C'est pas tout le temps qu'on a un international français dans son équipe et voilà, qui n'a pas forcément énormément de références puisqu'il a joué à Ivry, mais ça reste un critère qui est important, qui relève ta cote. Est-ce que Aix va pouvoir arriver à son objectif? Eh ben, je vais te le dire d'ici quelques séquences de cela en fin de saison. Autant te dire que pour moi, pour terminer solidement dans le premier tiers du championnat, c'est bon. La 7e place, pour moi, elle est sécurisée compte tenu de la qualité de l'effectif. Après, pour arriver 5e, il va falloir faire quelques exploits. Et pourquoi pas aller titiller, en tout cas c'est sûr, il faudra faire des résultats contre une équipe comme Toulouse qui est la plus accessible des équipes du top 4. Mais Paris Saint-Germain, Nantes, Montpellier, il va forcément falloir faire quelque chose, se distinguer et surtout ne plus perdre de points contre les relégables ou contre les équipes de bas de classement comme Aix a fait l'année dernière, même s'il y a des circonstances à cela. Donc, dans le Money Time, le PAUC a tout ce qu'il faut, mais il va falloir surperformer à certains moments de la saison. C'est une certitude. Concentrons-nous sur l'expert de défi, c'est-à-dire le Factor X, un des joueurs majeurs de l'équipe du PAUC, et j'ai choisi de me concentrer sur Elliot Desblancs, que j'ai eu le privilège de voir jouer en vrai il y a 2-3 ans de ça, lorsqu'il jouait encore en National 1 avec Aix à cette époque-là. Franchement, Elliot Desblancs est un très très bon joueur, fantasque, talentueux, avec une vision de jeu. Il a 21 ans, donc demi-centre, c'est sa 3e saison au PAUC et c'est déjà sa 2e saison pleine. Il a fait 30 matchs sur 30 possibles l'année dernière en championnat. Il a scoré, il n'a pas forcément scoré beaucoup pour un joueur à ce poste-là, 83 buts, mais par contre avec une efficacité redoutable sans tirer de penalty. Il a 69,5% et c'est un bon intercepteur de défense. Il est assez complet. Il fait 0,2 non pas passes décisives, attention, ce ne sont pas des passes décisives, mais ce sont des interceptions. Ce sont pas des... Je me suis trompé dans ma slide. Il en est presque à 4 passes décisives. Ne fais pas confiance à ma slide, j'ai oublié de corriger cette donnée, mais c'est 0,2 interceptions. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, il parvient à énormément lire le jeu, pas seulement lorsqu'il a la balle en main et à créer ses tirs, mais aussi à lire le jeu de l'adversaire. Donc c'est un joueur très intéressant à vivre et justement à regarder. En tout cas, c'est un des joueurs pour lesquels je paye ma place pour aller voir jouer et voir se développer sur le terrain. Il est en route vers son prime, il est très jeune, c'est un demi-centre d'avenir que je mets dans la même catégorie, même s'il est un petit peu plus âgé que Matteo Faduil. Donc voilà, ce sont des joueurs à suivre pour la suite du handball national, voire international. Elliot Desblancs a le niveau pour aller beaucoup plus haut. Si toutefois Aix-en-Provence peut être une très belle plateforme pour performer et justement jouer la Coupe d'Europe, il n'aura qu'un match par semaine pour pouvoir se développer. Et tous les matchs, pour moi, tous les matchs, il doit être bon pour pouvoir passer au niveau supérieur. Elliot Desblancs est mon expert de défi pour le PAUC. Et on va conclure cette présentation avec le futur. Qu'est-ce que je vois pour le PAUC à l'issue de la saison? Je les vois pour l'instant derrière Limoges. Attention, tu vois un classement qui est là. Ce sont toutes les équipes pour lesquelles j'ai déjà fait des previews jusqu'à aujourd'hui. Le PAUC fait moins bien que Limoges selon moi.
Ils auront un bilan de 13 victoires. Je vois 5 nuls, dont un double nul. Et là, c'est un vrai, pari que je fais. Je vois un double nul contre Toulouse notamment. Je les vois pas passer l'écueil d'équipe pour la 4e place. Le meilleur résultat qu'ils vont faire contre une équipe mieux classée que l'année dernière, selon moi, à ce stade de la saison. Donc 13 victoires, 5 nuls et 12 défaites pour le PAUC. Tant que ça ne gagne pas, je ne les vois pas gagner compte tenu de leur effectif. Je ne les vois pas encore déranger une équipe du top 3. Ça semble être encore un tout petit peu léger. Pour l'instant, il faut encore un peu plus d'expérience et des joueurs un peu mieux référencés pour atteindre justement ce palier-là du championnat. Et par contre, je les vois cette fois-ci faire beaucoup mieux contre des équipes qui sont en bas de classement. Je te rappelle que là, la 8e, je les vois 8e. Je n'ai pas encore fait des équipes comme Nîmes et comme Saint-Raphaël. En fonction de Nîmes et de Saint-Raphaël et de Toulouse, tu verras où est-ce que va se situer le PAUC dans mes prévisions. Toujours est-il que je les vois solidement en première partie de tableau sans aucun souci. Voilà pour cette preview vers les étoiles qui concerne le PAUC. J'espère que tu as pu retirer le maximum d'infos de cette vidéo. On se retrouve demain pour la preview de l'USAM Nîmes qui a fini 6e l'année dernière. Et pour le coup, je t'invite à partager cette vidéo, à la liker si elle t'a plu, à t'abonner à Enthusiastic pour ne pas rater la prochaine preview de Nîmes qui va sortir très très bientôt. On se retrouve donc pour cette vidéo pour une prochaine preview vers les étoiles, la présentation du championnat de France de première division de l'Ikimoli Star League. À très bientôt. Salut.